un message en seulement quelques minutes. Alors, le temps de parole de la délégation d'étudiants ayant cette année été réduit à 5 minutes, le présent discours risque fortement de s'assimiler à ce genre de discours d'ascenseur, mais qu'à cela ne tienne, jouons le jeu jusqu'au bout. Ainsi, par exemple, Monsieur le Premier ministre, imaginons que par le plus grand des hasards, nous prenions ensemble un des nombreux ascenseurs un peu vétustes de notre université et que par malheur, celui-ci vienne à tomber en panne. Comment pourrais-je, en juste 5 minutes, vous présenter les principaux défis existants pour l'ULB aux yeux de ces étudiants? Eh bien, je pense que je ne papillonnerai pas, si j'ose dire, autour du sujet, en profitant de la panne d'ascenseur qui nous... Je vais évoquer avec vous le manque de financement de notre enseignement supérieur. Le manque de financement de notre université est en quelque sorte l'élément transversal, le dénominateur commun des problèmes rencontrés par la délégation étudiante depuis son entrée en fonction. Dans presque chaque commission, lors de presque chaque conseil d'administration, la question revient et nous sommes confrontés à des arbitrages pour trouver la moins mauvaise solution, étant donné les contingences budgétaires qui sont les mêmes. Contextualisons de manière quantitative la problématique avant de l'illustrer à l'USE. Il faut tout d'abord reconnaître que les dépenses publiques en matière d'enseignement s'élèvent en Belgique à plus de 6% du PIB, ce qui place notre pays dans le peloton de tête européen en la matière. Cependant, et le recteur a évoqué des chiffres un peu différents de ceux que je vais évoquer, lorsqu'on considère uniquement l'enseignement supérieur dans une perspective historique, les dépenses par étudiant tenu compte de l'inflation ont diminué entre 1991 et 2007 de 18% en communauté française. On était proche. Et les conséquences budgétaires de cette asphyxie budgétaire, justement, sont substantielles à l'ULB. Par exemple, la commission des finances n'arrive pas à dégager le budget nécessaire pour l'entretien et le réaménagement des bâtiments existants. Notre ascenseur n'était pas en proche de ça. En matière d'enseignement, une des missions essentielles de notre université, l'encadrement est encore trop souvent insuffisant. L'offre de postes d'assistants fournie par l'université est trop souvent inférieure aux demandes des professeurs. En faculté de médecine, par exemple, on manque de moyens pour acheter du formol. Une autre mission fondamentale de l'université, la recherche, se voit également amputée lorsque le budget du FNRS est rabotté. Une conséquence supplémentaire, indirecte, est la mise en concurrence des facultés au sein de l'ULB. Elles se disputent sur des clés de répartition et des coefficients parfois hasardeux, plus toujours d'actualité, et certainement insuffisants pour tous. Cependant, notez que le sous-financement peut parfois avoir des effets divertissants, comme par exemple quand un conseil facultaire a sauvé une souris se balade sur le mur de la salle. Ça fait son petit effet. C'est vrai. Peut-être plus sérieusement, un des symboles du sous-financement de notre université reste la question des logements étudiants. La situation est critique à Bruxelles, avec une pénurie substantielle de cotes. Pour une demande estimée à environ 7000 personnes, l'ULB propose seulement 1700 places, pour la moitié en gestion propre. Beaucoup de logements nécessitent d'être rénovés, ce que l'université ne peut se permettre de faire seule. Des partenariats avec le privé sont trouvés, avec souvent une conséquence substantielle sur le loyer demandé aux étudiants. Alors je pourrais continuer encore de longues minutes avec des exemples. Je pense que le constat est déjà limpide et notre ascenseur risque quand même de se remettre en marche. Je n'ai pas ici la prétention d'arriver avec des solutions exhaustives ou suffisantes, particulièrement dans un contexte socio-économique difficile. Je pense que certaines pistes de réflexion méritent indéniablement notre attention. La plus évidente est bien évidemment d'augmenter l'enveloppe budgétaire destinée à l'enseignement supérieur, de l'indexer au nombre d'étudiants et de réformer certains aspects de la loi de 1971 qui a dû aujourd'hui. La problématique
carences de l'enseignement secondaire contribuent à l'échec en première année à l'université. Et ces carences ne sauraient être pleinement compensées par les plans d'aide à la réussite mis en place à l'université, faute d'encadrement suffisant. Par ailleurs, une gestion pas toujours pas optimale, des réseaux multiples et communautarisés contribue également à complexifier le système éducatif, à le rendre moins efficace et, paradoxalement, plus coûteux. Donc, toujours bloqué entre les étages, monsieur le Premier ministre. Je vous rappellerai également que cette année est une année nouvelle pour les étudiants en médecine, qui n'auront plus que 6 ans d'études avant d'espérer pouvoir bénéficier d'un numéro inaliénable. Les étudiants non résidents seront soumis à un décret limitant leur accès et le risque de pénurie lié à leur départ massif de notre royaume. Bien que nous saluions ces deux décisions, nous restons perplexes quant au nouveau décret réorganisant pour la première année une session en janvier ponctuée par une obligation de réorientation ou d'étalement pour les étudiants ayant une moyenne inférieure à 8 sur 20. Quand on connaît les disparités de réussite entre les résultats de janvier et ceux de juin, nous ne pouvons que nous inquiéter d'une mesure aussi antisociale. Les étudiants ne pourront en effet plus bénéficier de la session de janvier pour évaluer leur méthode de travail et espérer s'adapter à l'enseignement supérieur. Face aux études scientifiques démontrant l'absurdité et l'inefficacité de telles sélections, notre ministre de l'économie, du droit étudiant nous répondra que son projet pilote améliorera incontestablement le taux de réussite en juin. Certes, mais à quel prix? Au prix du sacrifice de nombreux étudiants qui ne pourront plus se permettre financièrement l'étalement. Et cette réduction du nombre de diplômés risque in fine de peser lourd pour l'accès à des soins de santé de qualité et accessibles à tous dans le contexte actuel de pénurie. Enfin, monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas clore notre petite conversation d'ascenseur sans vous rappeler certaines ambitions et valeurs clés de notre université. Nous sommes attachés à une université accessible à tous. Nous croyons en l'université véritable vecteur d'émancipation sociale. Une des richesses de notre université est de ne pas former uniquement les étudiants à connaître ou à savoir, mais également à penser par eux-mêmes. À ce sujet, il faut noter qu'un certain malaise a gagné au cours de l'examen ces 2 semaines, ces derniers mois. Sans revenir sur les polémiques qui ont secoué notre institution, je voudrais rappeler que le livre examen ne doit jamais être considéré comme un acquis. Le livre examen, ce n'est pas juste une étiquette, un logo. Le livre examen est un exercice quotidien, une remise en question constante, y compris de soi-même, étudiant comme enseignant. Je l'ai dit, une des richesses de l'université, ce n'est pas uniquement de former à savoir, c'est également à penser, et je rajouterais aussi à entreprendre, à être acteur proactif de notre société, à s'engager, à mener des projets. Je crois qu'un atout de notre université, il ne faut pas l'oublier, ce sont ses étudiants. L'ULB regorge d'un vivier, sans mauvais jeu de mots, d'organisations étudiantes, pas toujours soutenues ou appréciées à leur juste valeur par les centralités. Les bureaux étudiants qui défendent les intérêts et facilitent la vie de 25 000 étudiants, presque 25 000 étudiants de notre institution, en passant par les cercles folkloriques et politiques, duquel je ne vois que ce dynamisme. Bon voilà, monsieur le Premier ministre, je crois que notre ascenseur va se mettre en marche. Je vous le renvoie à présent.